Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au débat panafricain. L'actualité africaine a bougé, mais vraiment bougé cette semaine. Comme le diront certains sages d'Afrique, la pluie a mouillé le grand coq ou encore la branche a renversé le hibou. En tout cas, je parle de la République centrafricaine avec la démission de Michel Diotodia, le président de la transition, et son premier ministre Nicolas Tiangaï. Démission qui laisse cependant plusieurs interrogations sur l'avenir de ce pays. Qui pour les succéder? Les futurs gouvernants seront-ils acceptés par le peuple centrafricain? Quelle sera la réaction de la Séléka? Et même un mois après le déploiement des forces françaises et africaines en RCA, peut-on dire que la mission est une réussite? Que peuvent encore les chefs d'État d'Afrique centrale? Bref, comment sortir du chaos actuel en Centrafrique? Démission, il y en a également du côté du Burkina Faso, où plusieurs anciens responsables ont claqué donc les portes du parti au pouvoir. Ils dénoncent le manque de démocratie au sein du CDP, mais aussi les tentatives de modifier l'article 37 de la Constitution en vue de supprimer le nombre de mandats présidentiels. Comment comprenez-vous ces démissions? Stratégie ou alors ce sont les prémices d'une fin de règne pour le président Blaise Compaoré? Quelles peuvent être les conséquences de ces démissions au sein de la classe politique burkinabé? Nous parlerons aujourd'hui aussi du Nigeria où malgré la pression ou alors la pression militaire des autorités, le Boko Haram résiste toujours. Cette secte islamiste qui fait vivre un grand cauchemar aux populations et aux autorités nigérianes. Aujourd'hui, elle s'étend jusqu'aux pays voisins tels que le Cameroun. Et qu'est-ce qui explique donc cette force de résistance de Boko Haram face à l'arsenal militaire du Nigeria? That is the question. Enfin, Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a-t-il l'intention d'assouplir les divergences politiques dans son pays? À écouter son discours de fin d'année, je pourrais répondre par l'affirmatif, mais c'est votre opinion qui compte. Appelez-nous et exprimez-vous. Enfin, l'icône de la semaine, ce sera donc l'ancien président du Tchad, François Tombalbaye. Tout ceci et bien plus encore, c'est dans le débat panafricain, édition de ce 12 janvier de l'an de grâce 2014. Nous reviendrons sur tout cela, mais ce sera après une balade dans les kiosques africains. A tout de suite. Bonjour, bienvenue au round-up de l'actualité africaine. Commençons par l'Express de Madagascar. Après la présidentielle malgache, les tractations vont bon train pour le poste de Premier ministre. L'Express de Madagascar, qui fait le constat cette semaine, s'indigne du fait que la bataille s'avère rude, même pour Andry Rajoelina, dont la mouvance serait confrontée à un dilemme, poursuit l'Express de Madagascar. En Côte d'Ivoire, la mise en liberté des Paul Gbagbo agite l'opinion. Le jour plus dit de ce pas que les cas de Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé se compliquent. Le journal croit savoir ce que va faire Alassane Dramane Ouattara pour apaiser le climat qui demeure tendu en Côte d'Ivoire. Au Burundi, la revendication des Bachois occupe la une d'Iwaku de ce mardi. Selon les voix du Burundi, les Bachois veulent leur part dans la constitution qui est pressentie en révision. Les étudiants tchadiens de la République centrafricaine soufflent du feu et du chaud. Journal de Tchad, dans sa sortie de la mi-semaine, déploie les conditions d'insécurité qui entourent leur séjour à la Belle Étoile des aéroports de Bangui Mpoko. C'est une situation critique, précisent nos confrères de journal du Tchad. De nouveaux recrutements signalés au Rwanda pour relancer le M23. L'information venant d'Africa Time met en exergue le nouveau rapport de l'ONU épinglant le Rwanda et l'Ouganda pour leur soutien au mouvement du M23. La République centrafricaine se vide progressivement. Journal de Bangui relève le départ quotidien des ressortissants africains qui fuient la guerre. Dans sa sortie de mardi, Journal de Bangui déplore la situation humanitaire devenue ô combien pitoyable en République centrafricaine. Le vote du budget 2014 au Nigeria ne rencontre pas l'approbation de l'opposition, nous dit Vanguard. Le gouvernement de Jonathan est au pied du mur et encaisse toutes les foudres de l'opposition. Poursuite contre Amadou Toumani Touré, le président Ibeka se trompe de combat, nous dit l'Aube. Selon l'hebdomadaire d'information générale, Ibeka, qui est comptable du bilan d'ATT, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, a mieux à faire que de régler les comptes.
Vague de démission au CDP, parti au pouvoir au Burkina Faso. Le quotidien fait parler des acteurs. Le journal constate que tous ont le même langage, celui du respect de la dignité humaine. Mais pour Sitwaya, la crise au sein du parti des Blaise Compaoré n'empêche pas au chef de l'État de demeurer sous les augures du renforcement de la cohésion sociale. Le journal nous fait remarquer que Blaise Compaoré n'a que suscité cet idéal lors de son discours de fin d'année. Au Gabon, le gouvernement recherche 15 milliards de francs CFA. Gabon Libre précise que le pays va émettre des bons de trésor assimilables pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Selon Gabon Libre, la dernière séance d'adjudication sur les titres publics sur le marché de la BEAC remonte au 18 décembre 2013. Cameroun-Guinée équatoriale, la frontière est fermée. Le messager de cette mi-semaine évoque une entorse qui a suscité le gourou des commerçants camerounais et ressortissants équato-guinéens. En Égypte, un nouveau front politique est en gestation. Selon Al-Aram, le front créé par des intellectuels et des figures politiques respectables de tous bords vient en appui aux autorités intérimaires. Au Sénégal, Sud Quotidien nous dit que la question des droits d'inscription ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des réformes. Ces propos de Bachir Diagne, président de la concertation sur l'enseignement supérieur, dénonce selon le journal une manipulation. Activité royale, 6,3 milliards de dirhams sont dégagés pour le projet Marrakech Cité de renouveau permanent. Aujourd'hui, le Maroc fait bien de relever qu'il s'agit d'un projet ambitieux qui traduit la ferme volonté du souverain roi d'assurer un équilibre intégré et durable à la ville. Les Africains clandestins sont en colère contre Israël. El Watan, le quotidien algérien, nous apprend qu'ils étaient 30 000 migrants à manifester contre l'adoption par Israël d'une loi autorisant le placement en rétention des immigrés clandestins sans procès jusqu'à 1 an. Et enfin, au Gabon, c'est la meilleure. L'Union nous apprend qu'un blanc est élu maire d'Akanda au nord de Libreville. Michel César-Lori est par ailleurs membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. Peut-être va-t-il se retrouver un jour à la tête du pays. L'Union n'exclut pas cette hypothèse. C'était là l'économie de l'actualité africaine de la semaine. Place à présent la palabre intellectuelle, que le chef d'orchestre prenne les commandes. Mohamed Bachir Ladan, dimanche et à dimanche. Bon dimanche, à dimanche Raoul Pépin Benam Bena et on se retrouvera certainement ce jour-là. Alors, chers téléspectateurs, avant d'accueillir notre panel, je voudrais rappeler à votre attention ce que nous avions dit la semaine dernière. Elle concerne donc l'ouverture très prochaine de nos studios de Paris et de Pretoria dès le mois de mars. Et puis Afrique Média qui se met en mode partenariat avec plusieurs radios et télévisions africaines et même la presse écrite. Donc, ce partenariat qui sera également comblé, très effectif à partir donc de mars-avril 2014. Et vous pouvez réagir, comme on l'a dit, tout au long de l'émission, comme vous le faites d'ailleurs tous les dimanches, à travers les numéros de téléphone qui s'afficheront dans quelques instants, juste après les sujets d'accueil. Et je m'en vais donc me retourner du côté du studio 2, où se trouve le coach international en développement personnel, coach Paul Quin. Coach, bon après-midi. Bonjour Bachir, bienvenue à tous nos panélistes sur ce plateau. Bonjour à toute l'Afrique souveraine qui nous écoute et qui va certainement nous soutenir pendant toute cette période qu'ils nous consacrent tous les dimanches. J'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Merci d'être là et je m'en vais vous accueillir avec un sujet qui concerne un pays que vous aimez bien, c'est Madagascar, puisque de ce côté-là, le résultat, on le connaît déjà, le résultat de la présidentielle, c'est Herri Rajaonamampian qui a remporté donc ces élections. Mais la question pour nous est de savoir, est-ce qu'après la victoire du poulain de Rajolina, Madagascar va enfin décoller? Oui, Bachir, j'espère qu'avec les lacunes que l'on a connues dernièrement avec l'accès au pouvoir de ce monsieur qu'on appelle Rajolina, en principe, il a beaucoup plus brillé par une certaine impéritie dans la gestion économique du pays. Il nous vient de réussir à nous ramener dans une situation à la russe, avec Poutine qui de temps en temps changeait de place
devenait Premier ministre, après il est devenu président. Alors, on se rend compte que c'est Rajolina qui redevient à la place du président, parce que celui qui est élu va certainement être une marionnette de Rajolina. Donc, quand on sait qu'il a été incapable d'améliorer la situation politique de l'île, on se demande par quels moyens il va parvenir à remettre les pendules à l'heure. Et en plus, il doit se préparer à une forte opposition de Ravalomanana, qui n'entend pas abandonner la possibilité à Rajolina de réussir sur le plan économique. Parce que, comme tout le monde le sait, en politique, on ne prend pas facilement la retraite. Coach, merci en tout cas. On va accueillir Madame Joséphine Ndenha, la maire de l'Afrique, qui va également nous donner son point de vue sur cette actualité malgache. Madame Joséphine Ndenha, bon après-midi, merci d'être parmi nous. Bon après-midi Bachir, bonsoir à tout le panel. Je salue toute l'Afrique, tout le monde qui nous regarde cet après-midi. Vous parlez bien de Madagascar. Je pense que sur ce plateau, nous avons beaucoup parlé de la question de la crise malgache qui a paralysé tout le système social de ce pays pendant plus de 4 ans. Et maintenant qu'ils ont pu élire un chef d'État, nous ne pouvons que nous réjouir de cela et souhaiter à ce peuple, n'est-ce pas, de repartir dès 2014. Mais je voudrais quand même revenir sur un aspect que M. Nkena a soulevé, c'est celui de la proximité, n'est-ce pas, du président de la transition et avec le chef de l'État entrant. On a évoqué, n'est-ce pas, la question de Dauphinat ou de Poulenc, comme vous avez mentionné. Oui. Il faut rappeler que c'est vrai, même pendant la campagne présidentielle, on a vu le président de la transition, n'est-ce pas, être à ses côtés, malgré que la feuille de route, n'est-ce pas, de la transition lui prescrivait une certaine neutralité, comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui attendait un retour d'ascenseur. Mais vous savez, en politique, il y a beaucoup de non-dits. Ah oui. On n'est pas très sûr que ce dernier va lui accorder, n'est-ce pas, sa confiance. Alors, il y a aussi un autre élément que je voudrais rappeler. Vous savez, il a parlé de Ravalomanana qui viendrait en force. Il y a un problème en Afrique que les Africains eux-mêmes ne choisissent pas leurs dirigeants. On le leur impose. Justement, vous évoquez Ravalomanana et c'est par là qu'on va chuter. Est-ce que, j'allais dire, l'absence de Jean-Louis Robinson, son candidat, le candidat de Ravalomanana, est-ce que son absence au meeting même de la mouvance Ravalomanana traduit un désaccord entre les deux hommes? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire ils n'ont pas pu s'entendre parce que ce dernier avait quand même eu 21%, plus de 21% au premier tour. Et il avait tout mis de son côté avec l'aide de Mag Ravalomanana pour remporter cette élection. De toute façon, le climat politique risque de se crisper davantage. Dès lors qu'on sait qu'en Afrique, et c'est le cas de Madagascar aussi, les Africains n'arrivent pas à trouver, à élire, à faire le choix de leurs dirigeants. Et puis vous savez que, je vais chuter par là, ce pays est étroitement lié par les accords de coopération avec la France, qui continue d'avoir la même mise sur l'économie de ce pays. Alors, le président qui entre, est-ce qu'il est un autre ami de la France comme... et la question reste posée. Voilà, on va accueillir à présent notre ami nigérien Abdou Adamou qui nous a certainement manqué sur ce plateau après quelques semaines d'absence. Donc, Abdou Adamou, bon après-midi, merci d'être parmi nous en ce dimanche. Oui, bonsoir Bachir, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Et bonsoir à nos amis techniciens qui nous permettent de faire passer notre combat, le message de notre combat à travers l'Afrique. Nous sommes là pour le combat et au-delà du message, je pense qu'il est temps peut-être que nous mettions en ligne quelques stratégies pour des actions même. Pour des actions concrètes. Ouais. Alors, parlant de stratégie pour des actions concrètes, parlons avec vous du Niger. Le Niger où l'État est en pleine négociation avec Areva, cette société qui exploite l'uranium dans votre pays, d'ailleurs je le rappelle. Mais la question pour nous est de savoir quelle est la marge de manœuvre qu'on peut donner au président Mahamadou Issoufou dans ces négociations. Bon, a priori, le président Mahamadou Issoufou a toute la marge de manœuvre. Parce que tout le peuple est aujourd'hui avec lui. Donc tout le peuple est décidé à ce que vraiment Areva respecte les lois du Niger, et incluant la Constitution qui fait obligation au président de la République d'affirmer la souveraineté du Niger. Et le président de la République a juré sur le Coran
comment on appelle ça là, de faire respecter cette souveraineté. Il y a aussi les lois il y a le code minier du Niger que Areva ne veut pas respecter. Areva ne veut pas que la nouvelle convention s'aligne sur le code minier et le code des investissements. Le code minier qui implique le paiement de certaines taxes. Voilà, le paiement de certaines taxes. Et donc, a priori, le président Issoufou a toute la marge de manœuvre. Alors, le peuple est avec lui, vous nous le dites. Oui, le peuple est avec lui. Alors, on va accueillir à présent Robert et Simon avec cette même actualité. Elle concerne le Niger et les négociations entre l'État et Areva. Robert Simon, déjà, bon après-midi. Bon après-midi, Bachir. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Bon après-midi à tous les techniciens. Et je suis très heureux de pouvoir intervenir dans le cadre de Areva au Niger parce que c'est un sujet qui concerne toute l'Afrique. Alors, la question est de savoir, est-ce que les menaces de fermeture des sites ou même la suspension de projets d'ouverture de nouveaux sites tels que brandis par Areva ne va pas impacter sur ces négociations? Non, disons, en réalité, c'est des histoires, puisque si Areva part, les autres vont s'installer. Areva est là parce qu'ils ont des intérêts au Niger. Mais maintenant, il faut que le peuple nigérien soit très, très fort. Nigériens soient très forts pour pouvoir appliquer le code minier imposé par le gouvernement nigérien. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens se comportent comme si l'Afrique leur appartenait et qu'ils vont venir dicter leur loi à ce pays. Et je demande au peuple nigérien d'imposer 70% qui leur revient au peuple et 30% à Areva. Sinon, ils partent, quelqu'un d'autre va s'installer. Il est temps que les Européens libèrent l'Afrique totalement. 70 au Niger, 30 à Areva. Mais bien sûr, c'est faisable. Bien sûr. D'autant plus que les équipements que ces gens ont installés dans ce pays, ils puisent l'uranium depuis au moins 60 ans. Il est temps qu'ils cèdent. Même c'est comme nationalisme, au besoin. Pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a que ceux qui peuvent exploiter cet uranium? Il faut qu'on arrête cette histoire de penser qu'il n'y a que eux qui peuvent exploiter. Les Chinois peuvent venir, les autres peuvent venir exploiter. Ils font le chantage. S'ils ne veulent pas qu'ils partent. En tout cas, le message est suivi parce que nous sommes très, très, très regardés du côté du Niger. Et on salue d'ailleurs toute la population de Niamey, Arlit, Aguedas et tous les autres coins de ce pays-là. On va accueillir à présent le patriarche Paul-Denis Ketchemen qui est là cet après-midi avec nous. Bon après-midi, patriarche. Bon après-midi, Bachir. Bon après-midi à tous les panels. Bon après-midi à tous les patriotes, bon après-midi au monde. Et également à votre ami, le député Laurent, belge, qu'on aimerait d'ailleurs avoir les nouvelles. Oui, mais disons, Laurent, lui, se porte bien. Laurent, lui, se porte bien. Mais j'aimerais souvent que vous fassiez passer un tout petit peu son message au monde. En tout cas, le message, il est passé continuellement sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Je voulais chuter un tout petit peu sur le Niger. J'aimerais que Mme Joséphine nous lise la charte de l'impérialisme avant que je ne continue, pour comprendre pourquoi le Niger doit être toujours dans l'instabilité. Alors, très rapidement, je vous en prie, Madame. Oui, la disposition générale, je vais lire l'article 1er, c'est la devise de la charte de l'impérialisme. Ça dit ceci: gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes au monde. Et dans les autres articles, c'est-à-dire 22 que nous avons lu la semaine dernière, l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Voilà. Le dernier, qui est le 24e article, dit ceci: les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, ceci étant dit. Donc c'est pour ça que je voudrais que le monde entier comprenne d'abord où nous plaçons et ce que l'Afrique attend. Ce que nous méritons, c'est peut-être être flagellés, tués, comme leur charte elle-même, c'est écrit dans leur charte. Mais ils se trompent du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas su que le monde devait évoluer. Aujourd'hui, ce n'est plus il y a 60 ans, ils ont fait... On a signé certains pactes qu'aujourd'hui, ils ne savaient pas que les Africains pouvaient émerger. C'est ce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, nous, on devait émerger. C'est pour ça que je soutiens
toute la population du Niger et surtout leur chef d'État, qu'ils se mettent ensemble avec la population pour tenir face à Areva. Si Areva ne veut pas obéir à leur injonction, qu'Areva enlève ces machines. Je n'appelle pas ça technologie parce que c'est plein partout. Qu'ils enlèvent ces machines-là, ils vont avec, après, le Niger, une autre société, un autre pays peut venir. Nous-mêmes, nous pouvons fabriquer nos machines qui peuvent extraire l'uranium. Voilà. Paul Denis Ketchemen, je vais revenir à vous tout à l'heure, après avoir accueilli les autres invités. On va parler avec vous du Cameroun également. Nous retournons du côté du studio 2, où se trouve Eric Yombi. Eric Yombi, bon après-midi. Bon après-midi Bachi, bon après-midi à l'Afrique et au reste du monde. Voilà, Eric, c'est vrai que je vous entends très mal, le son est un peu bas, mais j'espère que vous m'écoutez, vous, parce que je voudrais qu'on parle de l'actualité du côté d'Israël. Israël, où on a appris, comme tous les autres habitants de la planète Terre, hein, la mort d'Ariel Sharon, qui est décédé donc après 8 ans de coma, Eric Yombi. Oui, nous savons de Ariel Sharon qu'il a apporté une contribution controversée par rapport justement dans le cadre de ce conflit israélo-arabe. Sans doute que ces 8 années de coma symbolisent aussi, n'est-ce pas, les 8 années pendant lesquelles le conflit israélo-arabe n'a pas pu trouver d'issue positive. Et peut-être que sa mort, n'est-ce pas, sonne comme le début d'une nouvelle ère que les différents protagonistes devaient écrire. Mais en seront-ils capables? Tout est la question. Voilà le retour. On a un petit souci au niveau de la fin, mais j'espère que les téléspectateurs ont suivi cela. Nous allons accueillir à présent Patient Parfendom, notre panafricaniste, j'aime le dire par essence et par excellence. Patient Parfendom, bon après-midi. Bon après-midi Bachi, bon après-midi à tous les panélistes du Studio 1. Bon après-midi à tous nos valeureux techniciens qui nous permettent chaque semaine d'être là et de communiquer avec le monde entier. Et je dis aussi bon après-midi, j'insiste souvent là-dessus, à tous les Africains de la diaspora, parce que nous savons qu'ils sont aussi une partie de nous qui est de l'autre côté, souvent hors de la mer Afrique. Nous leur disons vraiment bon après-midi et bonne journée. Voilà, ces téléspectateurs qui vous réclament, je dois vous le dire, vous êtes très sollicités, surtout du côté de la Chine, où un de nos téléspectateurs, bien que africain, a voulu que vous réagissiez à l'actualité du moment de ce côté-là. Désormais, la Chine est classée première puissance commerciale mondiale devant les États-Unis. Mais c'était quelque chose qui devait forcément arriver. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau qu'en réalité, la Chine étant devenue la principale manufacture du monde, il était tout à fait clair qu'elle était en passe de dépasser les États-Unis par rapport à son volume commercial avec les autres pays du monde entier. Donc, que la Chine aujourd'hui, de manière ouverte, disent que c'est eux qui sont la première puissance presque économique du monde, moi je pense que ce n'est qu'une certaine vérité. Tous les Occidentaux, tous les capitaines d'industrie, tous les grands magnats, n'est-ce pas, du commerce d'industrie occidentale, ils ont délocalisé dans les pays, dont principalement la Chine, où le coût de production sont assez bas. Donc la Chine a profité pour consolider cette place que l'Occident a bien voulu la léguer, et la Chine a renforcé cette position dominante en essayant de pénétrer dans les zones qui lui étaient presque inaccessibles. C'est le cas par exemple de l'Afrique. Donc forcément aujourd'hui, la Chine étant cette grande manufacture du monde, il est tout à fait clair qu'aujourd'hui c'est elle qui soit le poumon économique du monde. Sans compter que sous le président Mao, la Chine n'a plus le temps d'économiser, de théoriser beaucoup de devises qui lui ont permis de se lancer en profondeur dans les économies des pays occidentaux, dont les États-Unis principalement. Et aujourd'hui, tout le monde sait que quand la Chine tousse, c'est tous ces pays-là qui s'enrhument. Donc de toute façon, c'est une évidence avec cette population de près d'1,3 milliard d'habitants dans un marché vraiment dont on n'a même pas encore commencé à domestiquer correctement. Donc la Chine a encore de beaux jours devant elle, mais surtout, il faut aussi tenir compte du système de formation des ingénieurs et des étudiants chinois
qui font que ce pays-là va continuer à monter très haut. Voilà, Patient Parfendom, nous espérons que ce téléspectateur est très satisfait d'avoir suivi cette réponse venant de vous et nous accueillons par là le sage de l'Afrique, Noah Sadio, qui est sur ce plateau avec nous. Noah Sadio, bon après-midi. Bon après-midi Bachir, très ravi d'être parmi vous comme chaque dimanche. Je souhaite intervenir avec sagesse et je salue tous les panélistes, ceux du studio 2, les techniciens, ceux qui nous écoutent tous les jours à travers le monde. Ils se privent de leurs autres occupations pour ne se consacrer qu'à cette émission d'Afrique Média. Je leur dis un bonjour très très fraternel, très sincère. Alors, nous, à Sadio, je vais vous accueillir aussi avec une actualité qui concerne le Sénégal, qui est votre pays. Le Sénégal, où Moscou est très préoccupé, donc la Russie, très préoccupée par les méthodes employées par les militaires sénégalais pour interpeller un chalutier russe pour pêche illégale dans les eaux territoriales sénégalaises. Est-ce qu'on se dirige là vers vers un incident diplomatique s'il n'y en a pas encore? Ils nous ont tellement volé nos ressources, ces Occidentaux, qu'ils soient de Russie, de France ou de... je crois qu'on n'a pas interpellé ce bateau dans les eaux territoriales, dans les eaux maritimes russes. Alors quand ils parlent des méthodes employées, il n'y a pas de méthode. Quand vous volez quelqu'un, il n'y a qu'une seule façon de vous arrêter, c'est de vous arraisonner. Bon, maintenant, ce qui se passe, eux, ils pensent que ça va faire un bras de fer. Je crois que Macky Sall aujourd'hui vit des moments qui m'enchantent. Parce que c'est quelqu'un qu'on est en train de fragiliser. Le vieux Tchétchèmen vous en dira plus, parce que c'est une des personnes que Macky Sall admire, à travers ce que j'ai ouï entendre. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? On nous fragilise même dans les eaux territoriales. Nous l'avons toujours dit ici à Afrique Média. Vous savez, ces Blancs, ils ont fini leur faune halieutique. Maintenant, ils se rabattent sur la faune halieutique, que ce soit du Sénégal, du Cameroun, de la Gambie, de où que ce soit, puisque nous n'avons pas les moyens de contrôle de nos espaces. Ainsi, ce bateau que je ne maîtrise pas réellement les tenants et les aboutissants, j'ai suivi qu'on l'a arraisonné. Et le ministre de la Pêche que le Sénégal a aujourd'hui, c'est un fils sénégalais, et malgré qu'il est de couleur libanaise, mais c'est un Sénégalais. Nous avons fait les écoles avec lui. Moi, personnellement, je partais en classe avec lui. Souvent, il me prenait dans sa moto, sur sa moto. Et c'est un garçon, il est plus sénégalais que les Sénégalais bontins. Voilà, un de vos compatriotes, c'est Sadel, qui nous envoie ce message pour compléter l'information. Il dit que la Russie durcit le ton et exige la libération de son chalutier bloqué à Dakar. Et pourtant, le ministre de la Pêche, Ali Haïdar, qui a taxé les propriétaires du navire de pêche illégale et de récidive, oui, car surpris à plusieurs reprises dans les eaux sénégalaises, a demandé la saisie du navire et une amende de 400 millions de francs CFA. Je m'en vais comme ça m'adresser à vous, Hubert Etundi, que j'accueille par ce message. Bon après-midi. Et pensez-vous que la Russie va payer même ces amendes-là? Bonjour Bachir, bonjour à l'Afrique, au monde, et bonjour à tous les co-panélistes et à tous les nombreux téléspectateurs d'Afrique Média dans le monde. Je crois qu'il s'agit ici d'une question de droit et d'une question d'espace commercial ou d'espace d'exploitation. Le droit doit être dit. La Russie n'est pas un pays au-dessus des normes internationales, des règles internationales, d'ailleurs régies par l'Organisation mondiale du commerce en ce qui regarde cette matière, puisqu'ici il est question d'un territoire de pêche qui naturellement appartient au Sénégal. Et donc, quelqu'un, je crois, Noah Sadio l'a dit, lorsque vous êtes un voleur et qu'on vous arrête, vous devez être traduit en justice. Et si vous êtes traduit en justice, vous devez payer. Lorsque vous posez la question de savoir si la Russie va payer ses droits, c'est comme si en réalité la Russie était au-dessus des lois qui gouvernent la société, disons, je ne veux pas parler de communauté internationale, mais la société internationale. Donc la Russie doit se soumettre aux normes sénégalaises, aux lois, lorsqu'il est constaté de manière juridique et pénale que ces eaux ont été violées, elle doit se soumettre à payer cela. Maintenant, on a parlé de méthodes. En principe, les méthodes qui tiennent là ne sont que celles qui sont régies par la communauté internationale
et les méthodes qui sont régies par l'État sénégalais qui ici revendique une violation de son territoire. Ce sont ces méthodes qui tiennent et donc la Russie qui tous ces derniers temps nous a montré avec l'affaire Edward Snowden et bien d'autres qu'elle était soucieuse du respect de l'ordre international, du respect des États, du respect de la justice, doit se soumettre et payer cette violation selon les revendications faites par le Sénégal. Hubert Etundi, je vais en profiter pour parler de cet ouvrage que vous avez commis. Vous avez écrit contre le Créateur et contre l'homme. C'est l'intitulé du livre « L'homosexualité, la sodomie, la zoophilie, des satanismes », dites-vous, Hubert Etundi. C'est un fruit de la démonstration, 180 pages pour 6 parties qui partent des préalables de notre analyse et de notre démonstration dans la compréhension du phénomène de l'homosexualité qui a pour pratique centrale la sodomie. La sodomie, vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de définir, la définition est claire dans le livre, c'est cette manière de faire des relations sexuelles par la voie de l'anus. Je ne veux pas blesser la pudeur de ceux qui nous écoutent, mais c'est bien ça. On part donc de ces préalables, on arrive au 6e chapitre, aussi à la 6e partie, qui en principe postule et montre comment guérir de l'homosexualité et de tous les phénomènes, parce qu'ils sont nombreux, fellation, cummeling et tout ça qui grappille autour de l'homosexualité, naturellement la sodomie. Et dans cette 6e partie, très importante, vous trouvez une prière pratiquement rendue par les besoins de l'analyse universelle. Une prière en réalité qui postule que le Créateur a créé l'ordre des choses et l'ordre naturel avec un ensemble de principes et de règles. Et lorsque ces règles sont violées, elles détruisent l'homme et la nature. Et donc, ce sont les évêques du Cameroun, j'ai récupéré cette prière, qui ont fait cette prière pour la sauvegarde et la protection de la vie. Donc, je disais 6 parties. La première partie, en réalité, présente les préalables de notre analyse. Ces préalables sont gouvernés par la pensée des pères, des docteurs de l'Église, qui se résument en un seul mot, c'est-à-dire que les actes de sodomie, d'homosexualité, de pédophilie sont entrés dans le jugement condamnatoire de Dieu à Sodome, par le souffle de feu qui les a détruits. Et donc ces actes, affirment les pères de l'Église, même s'ils sont pratiqués universellement, ils sont condamnables en eux-mêmes, en ceci qu'ils détruisent l'homme, ruinent la nature humaine et sont un obstacle par rapport à la perpétuation des espèces. Et les préalables se poursuivent naturellement avec la position de l'islam qui est claire. Je voudrais ici retenir le fait que le livre... Et donc, le livre a été reparti en 6 parties et nous espérons vraiment qu'il fasse bonne route. C'est vrai qu'on aimerait comprendre, vous vous adressez, vous vous basez beaucoup sur la Bible quand vous écrivez. Est-ce que tous les croyants lisent cette Bible-là? Est-ce que vous pensez que le message va passer en se basant uniquement sur la Bible? Vous avez été un peu hâtif de me couper tout à l'heure. Je parlais déjà de l'islam et je disais que tous les savants de l'islam qui me suivent actuellement dans le monde, en parcourant tout l'islam, ils disent qu'en principe, ces pratiques sont des bestialités. Et vous parlez de religion, mais on va quitter la religion puisque les points de vue des présidents, de certains présidents africains et même des présidents européens, certains d'entre eux, par exemple celui de Robert Mugabe, ne s'appuie pas sur la religion. Il fait la démonstration de ce que ces pratiques en elles-mêmes sont des pratiques sataniques, c'est-à-dire qu'elles dévient la raison, c'est-à-dire la droite raison. Et là, ce n'est pas la religion. La droite raison est contre ces pratiques. Lorsqu'on est un homme et qu'on a cette raison dont parlait Descartes, qui a cette faculté de nous aider à déterminer ou à choisir ce qui est bien de ce qui est mal, ces pratiques détruisent la droite raison. Donc là, ce n'est pas la religion. Et vous allez me permettre peut-être de progresser pour dire qu'en réalité, ça, nous étions sur les préalables. Il y a un chapitre qui parle des plaisirs
parce qu'il y a un lien dans ce livre qui fait une adéquation entre le plaisir dévergondé, le plaisir gratuit et le plaisir érotique créé par ces pratiques. Voilà, et donc, nous souhaitons donc un bon vent à ce livre que je répète est intitulé Contre le créateur et contre l'homme, l'homosexualité, la sodomie, la zoophilie, des satanismes. Nous allons accueillir sur ce plateau celui qui nous a rejoint à l'instant, c'est Jean-Paul Samnik, l'expert en stratégie de défense. Jean-Paul Samnik, bon après-midi. Merci Bachir, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les peuples qui souffrent en ce moment. Je peux dire que effectivement, M. de Todja et Nicolas Tiangaï ont démissionné, sans revenir dans le fond, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais les tirs n'ont pas cessé. Je considère donc que c'est un début de processus et qu'à terme, on réussira à rétablir la paix dans ce pays et que tous les enfants de ce pays, toutes religions confondues, se retrouveront autour de la même table. Et qu'il en soit de même pour tous les peuples qui ont souffert dans ce pays. Je pense au peuple tchadien, aux Sénégalais, aux Maliens, aux Camerounais, qui ont payé souvent un prix fort par la perte des membres de leur famille. Je vais considérer ça comme votre entrée, comme votre sujet d'accueil. Le message est passé. Vous souhaitez la paix à ces pays-là et surtout les ressortissants de tous les pays d'Afrique qui se retrouvent en ce moment en Centrafrique. Nous sommes aussi avec notre pierre angulaire, je vous appelle ainsi, Patrick Sapak. Bon après-midi. Merci d'être sur ce plateau ce dimanche encore. Le festin panafricain. Bon après-midi Bachir, bon après-midi à tous les panels, notamment le studio 1, studio 2 et certainement le duplex de Yaoundé, où se trouve probablement Georges Gilbert Bangola. Bon après-midi à Léandre Jefferson à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bon après-midi à Vanessa Kolo et puis Raymond Kolo en Afrique du Sud. Et finalement à Bébon Chut-Défend qui est le président de la communauté camerounaise à Dubaï. Et bon après-midi à l'Afrique, bon après-midi au monde. Voilà, Patrick Sapak, je vais également vous mettre une petite pause à ce niveau-là. J'accueille aussi du côté du studio 2 François Béot qui est avec nous. François Béot, bon après-midi. Bon après-midi Bachir, bon après-midi à toute l'Afrique, bon après-midi au président Laurent Gbagbo qui a adressé des salutations les plus merveilleuses à travers notre mouvement Hope of Africa. Qui a certainement dit qu'il pourra recouvrer la liberté. Donc Bachir, voilà à peu près ce que je pourrais dire pour cette entame. Les négociations se déroulaient du côté d'Addis Abeba. Le président Omar El-Béchir du Soudan maintenant s'est rendu à Djouba. Est-ce que El-Béchir prend une position en faveur de Salva Kiir à votre avis? Oui, Bachir, je crois que le président Béchir prend position en faveur du président Salva Kiir parce que nous savons que constitutionnellement, c'est le président Kiir qui est le président du Sud-Soudan. Donc, et nous savons aussi que le président Béchir entretient des relations beaucoup plus poussées avec le président Kiir sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Donc, il est normal et que voilà ce que nous devons aussi ajouter, c'est qu'en réalité, on ne peut pas parler de paix au Sud-Soudan sans que l'acteur principal qui est le président Kiir soit présent. Et voilà sur les points sur lesquels le président Béchir s'est appuyé parce qu'il a dit s'il y a paix au Sud-Soudan, il faut bien que le président Kiir soit présent et que il n'y aura pas de négociations de paix, ça veut tout simplement dire que le Nord-Soudan fera face aux multiples problèmes que l'on connaît en ce moment. Donc voilà à peu près ce que je pourrais dire du Sud-Soudan. François Béot, sur ce studio 1 également, Jules Jaoué, le leader de la jeunesse panafricaine, est avec nous. Il est certainement venu en courant déjà. Jules Jaoué, bon après-midi. Bon après-midi Bachir. Bon après-midi à toute l'Afrique et surtout bon après-midi du côté de Bangui.
Voilà, bon après-midi du côté de Bangui. On en parlera, je vous vois tout souriant. Les nouvelles seront certainement fraîches. Mais déjà, il faut qu'on parle de la crise soudanaise au moment où vous nous retrouviez. François Bayo pense que la visite du président Omar El-Béchir à Djouba est une manière de prendre position aux côtés de Salva Kiir. À vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il ne faut pas qu'on se limite, qu'on se contente de voir, d'analyser les visites des chefs d'État africains. Je vous dis, les enjeux sont ailleurs. Aujourd'hui, cette démarche obéit à une négociation qui s'est déjà passée entre la Chine et les États-Unis. Donc, c'est sur le plan géostratégique qu'il faut poser le problème, qu'il faut voir, qu'il faut aller, il faut pousser l'analyse. Et quand vous y allez? Quand j'y vais, ça veut simplement dire que les Américains et les Chinois se sont entendus du comment est-ce qu'on va gérer le pétrole du Soudan et du Sud-Soudan. C'est ça, c'est là le nœud du problème. Donc, après tous ces cinémas, tous ces montages, tous ces spectacles. Voilà, montage, cinéma, spectacle. Est-ce que nous avons Yaoundé en ligne? Yaoundé n'est pas encore en ligne. On va donc prendre une courte transition et on revient sur ce plateau pour le festin panafricain. Voilà, notre premier point d'arrêt, donc, c'est en République centrafricaine. Nous l'avons dit, nous en parlerons aussi longtemps que durera la crise. Et aujourd'hui, on en parle avec la démission du président de la transition, Michel Djotodia, et son premier ministre, Nicolas Tiangaï. Et une démission qui laisse, comme nous le disions en début d'émission, plusieurs interrogations sur l'avenir de ce pays. Et qui pourra les remplacer? Les futurs gouvernants seront-ils acceptés par les populations, par le peuple centrafricain? Quelle sera la réaction de la Séléka? On s'interroge même sur la mission Sangaris elle-même. Un mois après le déploiement des forces françaises et africaines, est-ce qu'on peut dire que cette mission est une réussite? Que peuvent encore les chefs d'État de la sous-région? Comment sortir du chaos actuel? C'est tout cela, en fait, les questions qui entourent la RCA. Et pour répondre à cela, on a concocté cet élément pour vous, téléspectateurs. Coup de théâtre en Centrafrique, le président de transition Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangaï ont finalement cédé aux pressions internationales et démissionné. Leur départ a été décidé lors d'un sommet régional convoqué par le Tchad qui dénonce depuis des mois l'incapacité du pouvoir centrafricain à enrayer les violences entre chrétiens et musulmans. Michel Djotodia avait renversé le président Bozizé en mars 2013 en s'appuyant sur les rebelles musulmans dits Séléka. Mais les exactions perpétrées par ces derniers ont incité les chrétiens à prendre les armes. La France a déployé 1600 soldats à Bangui pour restaurer le calme. Paris souhaite une montée en puissance de la force panafricaine, la MISCA, pour stabiliser le pays. Voilà, après cet élément donc, je vais commencer par vous, certainement Jules Ndjaoué, vous qui nous avez rejoint il y a seulement quelques secondes. Michel Djotodia et Nicolas Tiangaï ont finalement démissionné. Oui Bachir, vous savez, j'ai demandé leur démission sur ce plateau. Et je salue la démission de Djotodia et de Tiangaï, c'est d'abord la victoire du Cameroun, de la diplomatie camerounaise. Il faut le reconnaître parce que le président Paul Biya a été ferme. Il est l'un des rares présidents de la CEMAC à avoir refusé de cautionner le régime sanguinaire de Bangui. Et l'histoire, en finalité, lui donne raison. La deuxième victoire, et vous savez que ça, je n'ai pas l'habitude. La deuxième victoire, c'est le deuxième merci, c'est le merci à la France. Merci à la France, oui, parce que je peux vous dire que Déby ne voulait pas lâcher. Jusqu'à vendredi matin à 5 h, il a fallu que la France utilise le chantage, que la France menace même de traduire son fils à la Cour pénale internationale. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Écoutez, je dis, si quelqu'un a quelque chose à nier, qu'il m'attaque personnellement. Oui. Il y a le droit à l'information. Et donc, il a fallu que la France use d'un certain type de pression, bien évidemment, parce que la France a pesé le pour, la balance sur la balance. Mais il y a un autre stratagème qui s'est mis sur pied. Déby, constatant qu'il est coincé, va activer une autre piste. Et c'est d'ailleurs le nom qui court en ce moment, Karim Mekassoua, qui, quelques jours avant, est allé voir Djotodia à Bangui et après a filé sur N'Djamena. Donc,
C'est là le nœud du problème aujourd'hui. Le tout n'est pas le départ de Dodo Dia. C'est un début de solution. Mais est-ce qu'on va permettre au peuple centrafricain lui-même de décider de qui va piloter la transition? C'est là le nœud du problème. Est-ce que c'est possible dans une situation de guerre que le peuple lui-même décide? Mais puisque c'est le peuple qui a mené la guerre. C'est le peuple qui a mené la guerre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir aller vers des solutions en excluant le peuple. Nous avons vu les mamans, 7000 mamans marcher sur le palais de Bangui. Nous avons vu des jeunes prendre les machettes, prendre les couteaux, prendre les bâtons. C'était le peuple, ce n'était pas les militaires, les anti-Balaka. C'était le peuple, c'est une force nationale, une force patriotique. La voix du peuple, ce sont les élections. Non, la voix du peuple, c'est aussi l'exaspération d'une situation, Bachir. Oui, je vous parle du fait que vous dites qu'il faut que le peuple lui-même décide de qui va gérer la transition. Il faut trouver un mécanisme qui puisse permettre au peuple d'avoir un choix, de faire son choix, d'avoir un impact sur le président qui va diriger la transition. Si on va vers des solutions imposées, on court le risque si les Balaka n'ont pas des armées. Ils n'ont pas des armées. Depuis 2 jours, il y a des exactions à Bangui. Mais c'est les gars de la Séléka qui commettent les exactions. Jusqu'ici, les anti-Balaka n'ont pas des armées. Alors, si vous leur servez un menu concocté, préparé, arrangé, vous courez le risque de ressombrer dans la situation antérieure. Alors, on vous a écouté pour ce premier passage. Hubert Etoundi, est-ce qu'on peut parler désormais d'un vide politique en République centrafricaine? Vide politique, vide juridique, vide institutionnel, c'est un État qui n'existe pas. Alors, si vous parlez de vide politique, vous allez vous tromper en conjoncture. Donc, il y a multiples vides. Et là, l'intervention de Jules Ndiaye me permet de déterminer et peut-être de décrypter et même peut-être de percer la naïveté des Africains. Lorsqu'il y a un merci pour la France, qui fatalement, ou peut-être heureusement, circonstanciellement et stratégiquement pour des intérêts, aurait influencé sur une France qui elle-même est l'acteur principal, sinon l'organisateur du jeu, de cette scène macabre. Je suis un peu désolé. Je prierai mon jeune frère Jules Ndiaye d'étendre son analyse un peu plus à la hauteur du monde pour dire que la conséquence de ce vide-là, de ce vide multidimensionnel, c'est tout simplement ce qui a été fabriqué ou qui avait été projeté depuis 50 ans aujourd'hui. Cette situation a été entretenue, voulue et souhaitée par une organisation internationale ou par un pays. Je voyais encore il y a quelques jours dans la nuit comment la France en 1718-17 était vaincue par l'armée espagnole. L'armée espagnole, le pays que Napoléon Bonaparte avait envahi, détruit les hommes, décimé les armées, ainsi de suite. Et je comprenais que le sentiment anti-français dont on taxe aujourd'hui Afrique Média et certains Africains qui n'ont d'utilité que l'affirmation de leur indépendance et leur souveraineté a été depuis dans tous certains pays même d'Europe. Donc c'est pour dire que nous nous trouvons dans un vide multidimensionnel et l'acteur principal, le responsable principal, au-delà des responsabilités peut-être interposées par des connexions, par des réseaux. On va revenir sur ça, si vous voulez qu'on aille en profondeur. C'est la France. Et que la France cesse de jouer son jeu sur les intérêts, sur les richesses. Je suivais encore un spécialiste qui parlait de Gramsci, parlait de la France. Il disait que la France a inventé des monstres par ses méthodes d'imposture, de dictature, tout simplement dans l'avidité des richesses, de l'exploitation ou même de la sous-humanisation d'une certaine partie du monde, l'Afrique. Donc, il ne faut pas qu'on soit naïf. Démission de Michel Dioto Dia, Nicolas Shanghai, c'est des petits acteurs simplistes, en fait, de ce système. La population ou le peuple. Alors, où est-ce que le peuple va prendre sa souveraineté maintenant? Est-ce que dans ce cadre qui reste toujours chaotique, puisqu'en principe, les tueries se poursuivent, est-ce qu'une élection peut être possible
qui va décider, en fait, qui va être on nous fait savoir que les députés vont élire, le Conseil national de transition va élire une personne. Est-ce que ce ne sera pas après avoir contacté des réseaux et après avoir filé un ensemble d'accords? Voilà, non. Autant d'interrogations, en tout cas, Hubert Etundi. Les autres vont certainement répondre à cela. Je pense comme ça, Eric Yombi, Hubert Etundi nous dit vide politique, vide juridique. Où est-ce que le peuple va puiser sa souveraineté, Eric Yombi? Oui, peut-être devrais-je déjà dire un mot par rapport à ce que mes prédécesseurs ont avancé. Si on se refait à la loi, on doit déjà savoir que il y a un nouveau président qui sera élu d'ici peu parce que la vacance sera certainement constatée avec la démission de Djotodia. Mais je pense que la souveraineté dont nous parlons en ce qui concerne la Centrafrique, c'est une souveraineté en construction. On ne peut pas affirmer ici que cette souveraineté, les Centrafricains la disposent déjà. Moi, je pense que c'est une construction. Et de ce point de vue, on peut bien se poser la question de savoir qu'est-ce qui a été réellement négocié pendant ce sommet extraordinaire de la CEAC. Parce que ne soyons pas naïfs, avant le départ de l'ex-président et de l'ex-premier ministre, il savait déjà, du moins il avait déjà toutes les informations relatives à celui qui devait lui succéder et justement de ses conditions personnelles de départ. Lorsqu'on est un chef d'État et qu'on négocie son départ, justement, on négocie les indemnités, on négocie son lieu de résidence. Donc, dans toutes ces discussions, est-ce que les chefs d'État qui étaient présents, c'est-à-dire ceux de la CEAC, ont pu mener des négociations de telle sorte que ce qui va désormais se passer en Centrafrique soit justement bénéficiaire pour les Centrafricains. Donc, de ce point de vue, on peut commencer déjà à travailler sur la question de la souveraineté. Évidemment, on voit bien que pour le moment, ils ne détiennent pas cette souveraineté, étant donné qu'il y a plusieurs éléments hétérogènes qui sont présents dans ce conflit centrafricain. Je crois que tout à l'heure, nous reviendrons là-dessus, mais je crois quand même que le nœud du problème, c'est en ce moment précis, les divers acteurs ne disposent pas d'un consensus politique, mais surtout, le rapport de force qui existe pour le moment, c'est un rapport de force qui semble être défavorable pour les Centrafricains eux-mêmes. Rapport de force défavorable pour les Centrafricains eux-mêmes. Coach Paul King, je vais lire ce message avant de vous renvoyer l'antenne, toujours au studio 2. C'est un téléspectateur qui nous écrit, lui, il s'appelle Monsieur Ndjama, il est actuellement à Bangui. Il nous dit, bonjour, je voulais participer ce jour encore à l'émission, mais la tension encore à Bangui, dans mon quartier, derrière le Catex Galabadja, donc en allant à l'aéroport, ne va pas encore. Il nous précise qu'il lui a fallu aussi fuir en laissant tout. Il n'a que pris son ordinateur, c'est pourquoi il a réussi à écrire ce message. Donc il nous regarde seulement. La situation est vraiment chaotique, même en ce moment, Coach Paul King. Oui, Bachir, il faut reconnaître que chez nous en Afrique, on a pris la mauvaise habitude de ne regarder que là où on est tombé, sans se souvenir de là où on a glissé. La Centrafrique qui souffre actuellement, et il faut le dire, Afrique Média est au chevet de ce pays depuis plusieurs mois. Alors, il faut observer que si, à l'époque, les chefs d'État africains, que je dois saluer aussi les efforts ici, s'ils avaient été écoutés par le président Bozizé, je crois que les moultes pertes humaines que nous regrettons ce jour n'auraient pas été enregistrées. Malheureusement, ce monsieur a opté pour la roublardise et surtout sur un manque de respect auprès de ses mentors, notamment le président Sassou Nguesso et le président tchadien Idriss Déby Itno. S'il les avait écoutés, je suis persuadé qu'on n'aurait pas arrêté autant de morts. Mais actuellement, on pense que le départ de Djotodia est la solution. Moi, je reste encore un peu sceptique. Djotodia est parti. Et je dis également à Nicolas Tchanga et à Djotodia d'avoir, je leur dis félicitations parce que vous avez compris que l'intérêt supérieur de ce pays n'est pas pour vous de rester à la tête, mais de donner la chance à quelqu'un d'autre de vous remplacer et qu'on essaie de voir. Mais depuis qu'ils sont partis, les Centrafricains continuent de tomber. Le sang des Centrafricains continue de couler. Et croyez-moi, cette situation n'a pas été seulement fatale pour les Centrafricains. Il y a des nationalités d'autres pays africains qui sont tombés, qui ont perdu leurs biens. Donc il faut que les Africains
saisisse des occasions comme celle-là et tire des conclusions, tire des leçons pour que pareille situation ne revienne pas. Et je dis une fois de plus, félicitations à nos chefs d'État qui ont assisté une fois de plus à ce que Diotodia et Tiangai acceptent de partir du pouvoir. Voilà, coach Paul Nkeng, donc nous retournons vers vous, hein, Jean-Paul Samnik, et peut-être je vais vous poser une question. Toujours, elle concerne cette démission, la démission de Diotodia et de Nicolas Tiangai, qui symbolise finalement l'échec de cette transition. C'est une décision à saluer quand même. Oui, naturellement. De toute façon, je ne cherche la paternité de rien du tout. Nous avons les téléspectateurs qui nous suivent régulièrement et qui savent quelles sont les positions de chacun. Oui. Je envoie un message au patron de cette chaîne qu'il impose la côte est à l'entrée de la chaîne afin que chaque panéliste fasse son test d'alcoolémie. Parce que ça risque de dénaturer la qualité des interventions ici. Moi, ça commence à me vexer, sincèrement. Voilà. Donc, il est possible que vous me donniez la parole, que je n'ai rien à dire, et que je vous dise que M. Sapak est mieux placé que moi pour intervenir. On n'est pas obligé de parler pour dire n'importe quoi. Alors, voilà. Quand on revient sur la Centrafrique. Je ne cite personne, mais les concernés le savent. Quand on revient sur la Centrafrique, je vous ai dit que les accords de Libreville étaient un coup d'État civil. Même le Conseil national de transition est le produit des accords de Libreville qui sont devenus caducs. C'est ce qui a motivé, ce n'est pas par haine. Je connais personnellement Nicolas Tiangai, il me connaît, j'ai beaucoup de respect pour lui, il le sait, et je sais l'estime qu'il a pour moi. Donc ce n'est pas personnel. C'est une question de logique. Pour toute personne qui veut réfléchir un peu, sans influence matérielle ici ou là. Il était plus possible que M. Diotodia, qui était à la tête d'une coalition appelée Séléka, qui avait déjà entraîné au moins officiellement 6 000 morts. Même s'il ne les a pas décapités lui-même ou fusillés lui-même, il reste responsable. En tant que président de transition, il reste responsable. Depuis que la Centrafrique existe, aucun chef d'État centrafricain, élu, mal élu, coup d'État ou pas, n'a pas eu 6 000 morts à son bilan. En 10 mois. C'est impensable. Même si on est l'ami de Todia ou de tel, on ne peut pas venir dire n'importe quoi ici. Et Bozé n'a rien à voir avec les histoires de 6 000 morts de Todia. Il n'a même pas fait la guerre. Le 24 mars, il est parti. Ça m'étonnait même qu'il ait pensé à prendre certaines armoiries, certains vestiges de la République avant de sortir de son territoire. Alors aujourd'hui, Diotodia est au Bénin. Je vous dis ceci. Oui. Je tenais à passer un message parce qu'on est très ingrat. On ne fait que continuer l'histoire. On ne revient pas sur le passé le plus souvent. On ne fait que continuer. On cumule les erreurs, on avance avec nos erreurs et on les refait. Je voudrais ici, permettez-moi d'être un tout petit peu plus long, mais je pense qu'il y en a qui prennent du temps à faire certaines publicités. Je peux prendre ce temps aussi. Nous parlons des morts. Et nous parlons surtout de la paix. Je voulais passer un message. Quelles que soient les contraintes, les conseils, les influences que M. Déby a eu à subir ou à gérer, je tenais à le remercier. Sinon, ce serait de l'ingratitude. Il a pris sur lui et sur son image de rassembler tout ce monde en Djamena en tant que président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, même à déporter le fameux Conseil national de transition, pour lequel j'ai très peu de respect. Pour moi, il n'est pas légal. Le CNT n'est pas légal. Il fait partie de la troisième institution qui doit disparaître. Alors on peut naturellement désigner comme président de transition de quelques mois, là, un ancien président de l'Assemblée nationale qui a été élu, par exemple. Qu'il soit celui de Bozizé, de Patassé, de Kolimba ou de n'importe qui. C'est déjà une piste. Je voulais en même temps témoigner ma déception. Enfin, exprimer ma déception tant pour moi que ceux qui ont attendu que le départ de Diotodia et Nicolas Tiangai, qui ne sont pas dans le même panier, ce ne sont pas les mêmes démissions. Tu vois que Tiangai a démissionné de fait. Il n'est responsable, il n'est comptable en rien des disparitions ou des massacres commis par Séléka. Il n'est pas Séléka. Ça, il faut le dire aussi. Alors, je dis ceci. Et Ndiaoël a dit autrement. Il est difficile, et Bachir, vous avez raison. Il n'est pas possible, en l'état actuel des choses, et des forces encore en présence, en train de se tirer dessus,
de réunir le peuple centrafricain et de choisir un président, parce que ce n'est pas une élection, de choisir donc un président de transition. Toutefois, nous sommes en train d'emprunter les chemins occidentaux, les raccourcis. Les Occidentaux aiment les raccourcis parce qu'ils n'ont pas le temps. Les crises africaines sont des mini-crises. Et ça les fatigue. Donc si on se précipite, parce que dans les 15 jours, il faut à tout prix que la CNT, qui elle-même, pour moi, n'est pas officielle, n'est pas légale, de toutes les façons, si vous voulez, j'accepte sa légitimité, on n'a que ça. On n'a que ça. Mais il faudra que le mode de choix et les critères de désignation d'un président de transition soient acceptés par toutes les forces politiques, anciennes, présentes et futures, en place. Voilà. On va et malheureusement, vous chutez, Jean-Paul Samit, rapidement, parce que je tombe sur le plan de la sécurité, je suis surpris, choqué, croyant que les syndicats, les éléments syndicaux étaient cantonnés dans un camp que je connais bien, bien précis, soit encore au kilomètre 9, donc au sud-est, n'est-ce pas, de Bangui, en train de se tirer dessus avec les anti-Balaka. C'est-à-dire ici, l'ensemble des syndicats est cantonné, les anti-Balaka n'ont plus de raison d'être. Eux, ils font des veilleurs de la République aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ont raison, ils ont tant tort de lyncher un Centrafricain parce qu'il est musulman, que les autres de tuer un chrétien parce qu'il est chrétien. C'est stupide. Alors, je vais prendre le docteur Kofi Bertin qui nous appelle. Docteur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Nous parlons de la crise centrafricaine. Merci tout le plateau et je voudrais remercier mon grand frère qui vient de finir de parler avant moi. Effectivement, dans de tels débats, quand on n'a pas la maîtrise du sujet, il vaut mieux ne pas faire d'analyse. Parce que Afrique Média, à mon sens, est tellement important que ce que vous dites est écouté de tout le monde. J'avais un rendez-vous très important que j'ai abandonné, rien que pour vous écouter. Moi, je voudrais plutôt remercier et féliciter Afrique Média, parce qu'en fait, le mérite revient à Afrique Média. Ça fait plus de 6 mois, et mon frère Ndiawe, je crois, a toujours demandé la démission de Djotodia. Pas parce qu'on est contre lui, mais au fait, psychologiquement, ça change la donne. Aujourd'hui, sa démission, au fait, remet un peu les choses à plat, même ça ne résout pas encore le problème. On aura malheureusement encore au moins 1 mois de tuerie avant que chacun ne se mette dans son subconscient que Djotodia est parti. Parce que Djotodia est vu comme celui qui a créé la crise. Maintenant, que ce n'est plus bien de revenir au passé, est-ce que Bozizé a fait quelque chose, s'il n'a pas fait quelque chose. Ce n'est plus Bozizé, ce n'est plus Djotodia. Il faut chercher des solutions. Il faut que nous proposions des solutions. Nous souhaitions que nos frères centrafricains s'entendent entre eux. Même une mauvaise solution, un mauvais leader, mais quand même quelqu'un qui fasse l'unanimité et qu'on sait cette tuerie-là. Est-ce que c'est Bozizé, est-ce que c'est Djotodia? Ce n'est plus important. Ceux qui ont poussé Djotodia à cette erreur-là, eh bien, Djotodia est reparti à la case départ. Il est parti de Cotonou. En 15 jours, il était plus armé que Bozizé. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un pays qui n'a pas de port, en 15 jours, une rébellion, soit plus armé que l'État constitué? Il y a un problème. Donc, ceux qui l'ont débarqué, au fait, savent pourquoi ils l'ont débarqué. Espérons que ceux-là aient réellement compris que c'est une erreur que d'avoir avalisé un coup d'État. Bozizé peut être mauvais. Bon, ce n'est pas mon problème, mais il ne fallait pas ce précédent-là. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci à vous, docteur Kofi Bertin. Et nous, à Sadio, semble d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Mais ce problème centrafricain, je crois qu'il faut faire le table rase du passé. Parce que cette crise, ça doit éveiller beaucoup de pays. À savoir qu'il ne faut jamais catégoriser les gens. Quand